Bonjour chers étudiants, le cinéma est un langage. L'image filmique est un langage. Mais il est important d'insister sur le fait que ce n'est pas l'image seule qui est un langage. C'est la suite d'images ou de plans. Parce que là, si on dit image, on va parler de plan, qui est un langage. Passer d'une image à deux images, c'est passer de l'image au langage. On va revenir à notre scénario. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'un scénario est divisé de trois parties. Premier acte, deuxième acte et troisième acte. Maintenant, chaque acte est divisé par scène. Donc, c'est un peu le lieu de tournage. Et chaque scène est divisée par plan. Et ces valeurs de plan qui constituent le langage. Par exemple, si on dit que le plan est le morceau de film entre deux raccords, par exemple, un réalisateur qui tourne un plan, il doit connaître le plan précédent et le plan suivant pour pouvoir faire les deux raccords. Et les deux raccords, ils sont entre le plan précédent et le plan tourné, et entre le plan tourné et le plan suivant. Comment se passe le plan précédent? Comment se termine-t-il? Comment se passe le plan suivant? Comment commence-t-il? En conséquence, comment vont s'enchaîner ces trois plans? Avant d'être cela, il est surtout un choix du réalisateur lors du tournage pour déterminer quelle information visuelle et ou psychologique il souhaite donner aux spectateurs. Mais autre définition, c'est l'unité de base du cinéma qui correspond à ce qui est filmé entre le moment où l'on déclenche la caméra et le moment où l'on arrête la caméra. L'échelle des plans fait partie des techniques de base que tout réalisateur doit connaître. Il est essentiel de savoir quelle grandeur donner aux personnages, aux objets et aux éléments du décor, quelle proportion accorder au sujet par rapport au cadre. Les différentes valeurs de plan au cinéma: plan grand ensemble, PGE dans le langage, plan général, PG, plan d'ensemble, PE, plan moyen, PM, plan américain, PA, plan rapproché, PR, gros plan, GP et très gros plan, TGP. On va essayer de définir toutes ces valeurs de plan. Le plan d'ensemble a pour vocation principale de décrire un lieu, une ville, un paysage ou un champ de bataille. Il montre la totalité du décor afin de créer un contexte autour de l'action. Les personnages peuvent ponctuellement y être intégrés, mais ils seront très petits comme noyés. Le plan d'ensemble ou le plan général doit durer suffisamment longtemps pour fournir toutes les informations que le réalisateur a voulu donner au spectateur. Il permet de donner l'ambiance, l'atmosphère du film ou d'une séquence. Maintenant, si vous remarquez bien, je n'ai pas donné la définition du plan grand ensemble et du plan général. D'accord? Tous ces trois termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre. Maintenant, au niveau de la réalisation, c'est le réalisateur qui détermine, qui précise que je veux un plan grand ensemble, ou bien je veux un plan général, ou bien éventuellement je veux un plan d'ensemble. De nombreux réalisateurs choisissent de commencer leur film ou de nouvelles séquences avec un plan d'ensemble, afin de préparer le spectateur à l'intrigue, en lui fournissant diverses informations. Il peut également être utilisé à la fin d'une séquence pour montrer une dernière fois où se situe l'action avant de basculer vers un nouveau lieu. Donc ça, on le voit beaucoup dans les cafés. Deux personnes qui sont au café, quand ils discutent, on est en champ contre champ, en gros plan. Maintenant, une fois qu'ils terminent et ils quittent, on met un plan d'ensemble pour montrer le lieu. Dans ce cas-là, le plan d'ensemble ne sert plus vraiment à donner des informations au spectateur, mais plutôt à lui donner de l'air, créer une coupure.
Le plan moyen. Le plan moyen pose l'action et les personnages de façon plus significative que les plans larges. On y découvre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds, ainsi que divers éléments du décor. Avec ce type de plan, le spectateur va vraiment se focaliser sur les personnages et leurs actions. Le décor ne donne plus que des informations secondaires. Parce que là, sur le plan moyen, la personne, il est cadré de la tête aux pieds. Le plan américain cadre donc les personnages à hauteur de cuisse. La principale conséquence de cela est que le jeu du personnage est clairement mis en avant. Le réalisateur n'a pas obligation de combler l'espace avec le décor ou un objet. Deux personnages peuvent facilement être cadrés côte à côte dans un plan américain. Cela s'avère donc très utile lors de dialogues si le réalisateur ne souhaite pas modifier constamment la position de sa caméra ou tout simplement pour intensifier l'action, rendre les gestes des personnages plus visibles. Le plan rapproché cadre les personnages au niveau de la ceinture. L'accent est mis sur le personnage et ce qu'il dit ou fait sans pour autant oublier son corps. Certains éléments du décor apparaissent encore en arrière-plan pour situer le contexte. Maintenant, ces deux plans-là, le plan précédent, qui est le plan américain, et le plan rapproché, est très utilisé sur les films cowboy. Le gros plan est celui des émotions. Il cadre de près les visages et permet de dévoiler les sentiments du personnage au spectateur. La moindre expression sera apparente et interprétée par les spectateurs. Cela pourra avoir pour effet de favoriser l'identification ou au contraire le rejet vis-à-vis d'un personnage. Le gros plan isole le visage du personnage en coupant celui-ci au niveau ou juste au-dessus des épaules. Il est très souvent employé pour mettre en avant le regard du personnage afin d'amener le spectateur à rentrer dans les pensées intimes de celui-ci. Souvent utilisé dans les scènes de dialogue, le gros plan durera généralement moins longtemps que des plans plus larges. Et dans le jargon professionnel, on dit qu'un gros plan dure 3 secondes. Il servira aussi à montrer la tristesse, la colère ou encore la surprise d'un personnage. Pour un gros plan sur un objet, on parlera plus communément de plan serré. De très gros plan permet de montrer un détail précis d'un personnage. Par exemple, un doigt, un œil ou une cicatrice qui prendra toute la surface de l'écran. Dans le cadre d'un objet, cela pourra être le cadran d'une horloge ou encore un titre ou article de journal. En général, de très courte durée, il permet de focaliser l'attention sur un détail significatif pour l'intrigue ou pour identifier un personnage. Il permet également de montrer ce que l'œil ne peut pas forcément voir à échelle réelle. Le très gros plan peut ainsi donner une valeur symbolique à l'objet ou la partie du corps filmé, ou alors créer une tension pour le spectateur, peut habituer à voir de cette manière ce que lui montre le plan. Maintenant, on va venir au mouvement de caméra. Donc, par exemple, chez les mouvements de caméra, donc, comme vous l'avez vu dans le cours, on a 3 mouvements de caméra. Mouvement panoramique, mouvement travelling et mouvement zoom. On va commencer par mouvement panoramique. Donc, on va essayer de le définir. Le panoramique ou panneau, donc dans le langage il est appelé panneau, est un déplacement de la caméra sur son axe. Il permet un accompagnement du mouvement d'un personnage. Il permet aussi d'établir un lien dans la continuité visuelle entre un élément du plan et un autre que l'on découvre ensuite. C'est donc un élément narratif. Par exemple, si vous regardez bien, on dit qu'il permet un accompagnement du mouvement d'un personnage. Par exemple, un réalisateur, il peut dire il y a une personne qui quitte
d'un point A pour aller d'un point B. Comment le montrer à l'écran? Il dit tout simplement, on prend une caméra et on l'accompagne. Donc, on fait un panneau. Maintenant, ce qu'on n'a pas dit, c'est un peu cette valeur de plan qu'on va faire. Donc, ça veut dire que la valeur de plan est toujours en premier. Donc, il faut le déterminer d'abord avant de déterminer le mouvement. N'est-ce pas? D'accord? Donc, et si on dit c'est un élément narratif, parce que tout simplement, si vous regardez, si vous connaissez bien un film comme Derrick, donc cet élément est très utilisé. Par exemple, quelqu'un qui a une mallette d'argent et qui part à la banque, n'est-ce pas? Donc, on voit la caméra le suivre. À un moment, la caméra le laisse et fait un panneau pour aller montrer d'autres personnes. Et si on regarde bien, qu'est-ce qu'on peut expliquer? On peut voir que ces deux personnes qu'on a montrées, ils n'ont pas le même décor. Parce que si on regarde la personne qui va vers la banque, il a un décor de banque. Et de l'autre côté, peut-être les autres qu'on montre, ils sont dans leur voiture, ils ont un décor de voiture ou bien un décor de parking. N'est-ce pas? Si on avait coupé, donc le téléspectateur qui regarde, il va croire que ces deux plans, ils ne sont pas tournés dans le même lieu. Mais c'est le panneau qui nous dit que ces deux-là, ils sont dans le même lieu. Parce qu'on voit la caméra partir pour montrer ces personnes-là. Et si on regarde ces genres de scènes, on voit nettement que ces personnes, ils poursuivaient le gars qui a de l'argent et qui va à la banque. Sûrement, ils vont le tuer et Derrick, il va tout de suite venir pour commencer l'enquête, n'est-ce pas? On considère généralement comme panoramique un mouvement délibéré du cadre, alors que de légers mouvements de quelques centimètres, destinés par exemple à conserver un acteur en gros plan, qui tourne la tête dans un cadre bien proportionné, sont plutôt des rattrapages de cadre. Les panoramiques peuvent être effectués à l'épaule ou sur pied. Les trépieds sont surmontés d'une tête rotative à mouvement fluide. Il en existe une grande variété. Maintenant, on vient au dispositif. Au dispositif. Si vous regardez bien, donc chez les trépieds, on en a un certain nombre. D'accord? Donc, ils sont un peu variés. Et la différence est que un trépied, il est vendu, le tripode, il est vendu à part, et la tête, il est vendu à part. D'accord? Maintenant, la différence est qu'on a des trépieds qu'on utilise dans les studios. C'est un peu les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes 25 des studios. Ou qu'est-ce qu'on a remarqué? La différence est que ces trépieds ont des roulettes, d'accord, qui permet au caméraman de pouvoir déplacer dans les studios, n'est-ce pas? Maintenant, on revient au pied. Par exemple, là, si on regarde bien, on a un pied, tout simplement. C'est un trépied, tripode. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les trépieds en général, ils sont fabriqués, on n'a pas beaucoup de fabricants, d'accord? Donc le plus connu c'est Schaeffler, donc c'est un fabricant allemand, d'accord, qui fait les pieds. En audiovisuel, c'est très courant. Donc les trépieds, ils sont fabriqués que Schaeffler. Les caméras, ils sont que 3 fabricants, JVC, Panasonic et Sony, etc., etc. D'accord? Maintenant, tripode, il est vendu sans tête. Donc ça veut dire que là, un caméraman, il peut acheter le tripode, le pied, et il achète plusieurs têtes. Ça va lui permettre de pouvoir monter une tête par rapport à ce qu'il veut tourner. N'est-ce pas? On va aller aux têtes. Par exemple, ce qu'on appelle les têtes fluides, le FSB 4. Donc ça, c'est une tête qui est vendue à part. La qualité d'un panoramique et sa transparence. Le spectateur ne doit pas s'apercevoir du mouvement. Il faut donc que la régularité, la vitesse et la fluidité du mouvement soient en adéquation avec l'action, n'est-ce pas? Sauf, par exemple, si quelqu'un il filme des voitures de course. Forcément, il est obligé de prendre la même vitesse que la voiture, n'est-ce pas? Pour effectuer un bon panoramique, il faut placer le trépied à un endroit permettant le mouvement complet.
disposer les branches de manière à éviter d'avoir à enjamber une branche dans le mouvement, car ce passage amènerait une rupture de la fluidité du mouvement. Régler les fluidités en fonction de la nature du mouvement, ce réglage est toujours oublié des débutants et cet oubli a deux conséquences. Le mouvement est médiocre et les mécanismes de fluidité étant forcés, cela les détériore. Répéter le mouvement jusqu'à un résultat convenable, filmer en commençant toujours, sauf indication spécifique du réalisateur, par un cadre fixe et en terminant par un cadre fixe. Donc ça, c'est un peu la règle. Pour un panoramique à l'épaule, il faut être jambes légèrement écartées et bien sûr se placer en équilibre pour le cadre de fin. Donc on vient maintenant sur les travelling. Comme on peut le définir, le travelling est un déplacement de l'axe du cadre. Le point de vue se déplace soit parce que l'action se déplace, soit parce que le réalisateur veut modifier la perception que l'on a de l'action ou de la situation. Si vous regardez bien tout à l'heure, pour les panoramiques, on a vu que la caméra, le point de vue de la caméra est fixe. Tandis que là, le point de vue de la caméra, il se déplace, n'est-ce pas? Le terme travelling est propre au cinéma français. Les Américains disent tracking shot. Les travelling aériens sont appelés mouvements de grue. Une multitude de dispositifs permettent des travelling fluides car on recherche la régularité, la vitesse et la fluidité du mouvement. Comme pour les panoramiques, les dispositifs, on en a plusieurs. Hein? D'accord? Le chariot de travelling sur rail ou sur pneumatique permet des mouvements précis et rapides, mais les passages doivent être prévus. L'avance et les rails sont visibles sur le travelling avant et arrière. La dolly, chariot sur pneu qui permet de petits mouvements de grue à hauteur d'homme. La voiture travelling permet de filmer une voiture embarquée en éclairant et en conservant un décor réel qui défile. Donc je vais revenir à ça. Pour la voiture travelling, par exemple, j'ai un exemple. Par exemple ça, si vous regardez bien, la voiture qui est filmée, il est embarqué. Ce n'est pas le chauffeur qui conduit la voiture, mais la voiture est embarquée sur une autre voiture. Donc les techniciens et tout le personnel qui gravite autour du film, ils sont sur cette voiture, où la voiture est embarquée. La grue permet de s'élever pour obtenir des plongées et des plans d'ensemble. Si on parle de grue, on peut donner l'exemple des télévisions sénégalaises. Ils l'utilisent beaucoup. Maintenant, reste à deviner, est-ce qu'ils utilisent bien le langage cinématographique? Parce qu'on voit que, par exemple, si vous regardez la lutte, par exemple, l'exemple de 2STV, ou bien même de Sen TV, ou bien TFM, ils utilisent les grues. Vous voyez tout le temps, il y a un caméraman qui est assis sur une grue, et qui a sa caméra, et il est balancé n'importe comment. D'accord? Le Steadicam est un harnais assez lourd porté par l'opérateur. La visée se fait en observant un moniteur TV à hauteur d'œil. Les mouvements sont d'une extrême fluidité. Même quand l'opérateur court, il permet des déplacements dans tous les sens et en toute autonomie, descente d'escalier, poursuite, etc. Maintenant, le Steadicam, si vous regardez bien, si vous ne le connaissez pas, il est très utilisé dans les matchs de football. Sur les points de corner, on voit que la personne qui fait les Steadicam, il est un peu pratiquement sur les points de corner. Celui qui fait les touches est un peu les corners. D'accord? Voilà maintenant que vous avez découvert ces termes. Vous avez peut-être amélioré votre langage cinématographique. Vous avez peut-être des questions. Si oui, servez-vous du salon de discussion ou du forum général. Je vous remercie.